Ce fut une journée froide du 6 mars 1944, lorsque le major Hans Kogler, à 8500 mètres au-dessus de Brandebourg, en Allemagne, a senti que l'air mince brûlait ses poumons tandis que le masque à oxygène collait son visage comme une deuxième peau gelée. À travers la bulle en plexiglas de son Messerschmitt Bf 109 G6, il a scanné le ciel cristallin, conduisant une formation mixte de combattants vers ce qui devrait être une cible facile, une flotte de bombardiers américains prétendument non protégés à cette altitude, au cœur de Reich. Soudain, la radio crépitait avec une voix de panique, « Attention, combattants monomorphes ennemis avec des chars auxiliaires. Au Indiana, 12 heures. » Le sang de Kogler est devenu de la glace. Américain? Ici? Moins de 80 km de Berlin? C'était impossible. Aucune chasse à un seul moteur n'avait d'autonomie pour entrer si profondément en Allemagne et retourner en Angleterre. Le PL-47 Thunderbolt, les meilleurs Américains, était à peine arrivé à excès avant de devoir tourner le dos. La foudre PE-38 à deux moteurs un jour exceptionnel a atteint Hanovre, mais Brandebourg? Berlin? Cela a détruit chaque calcul, chaque stratégie défensive que Luftwaffe avait construite depuis le début des attentats de jour américains. Et puis il les a vus. Des points d'argent qui ont grandi à l'horizon, leurs ailes droites et leurs profils aérodynamiques indubitables. Ce ne sont pas les coups de foudre robustes ou les jumeaux légers qu'ils étaient habitués à faire face à la limite de leur portée. C'étaient des Mustang PL-51B, glissant dans le ciel avec la confiance mortelle des prédateurs qui savaient comment avoir beaucoup de carburant, l'altitude pour manœuvrer et le temps de chasser. 730 bombardiers de l'Air Force se sont dirigés directement à Berlin, pas un bluff, pas un détour des cibles secondaires, mais une attaque avant au cœur du Troisième Reich. Et pour la première fois dans l'histoire de la guerre aérienne, les combattants à moteur unique les escorteraient vers la destination, et retourneraient. Kogler et ses 7 compagnons, un mélange de Messerschmitt 109 et 110 n'avaient aucune idée que ce moment marquerait le début de l'effondrement psychologique le plus dévastateur jamais vu dans l'aviation militaire. Ce n'était pas seulement une défaite des machines et des pilotes, mais l'effondrement d'une croyance inébranlable, la supériorité aérienne allemande, forgée depuis 1939, rua comme château de lettres. Les équations d'annihilation n'étaient pas dessinées dans les salles de guerre, mais dans les pistes blanches qui bouletaient le ciel de Brandebourg-Lida Morning. Le panneau d'avertissement s'allumait il y a des semaines, bien que le dôme de la Luftwaffe insiste pour l'ignorer. Le 11 janvier, le major Hermann Graf, commandant de JG-11, était tombé sur des combattants américains de moteur près de Brunswick, 240 km et tout modèle allié devrait atteindre. Son rapport, suggérant que les ennemis pouvaient se reconstituer sur des bases secrètes en Suède, a été rejeté comme le délire d'un pilote épuisé. Mais les observations se sont multipliées, Hanovre le 29 janvier, Magdebourg le 3 février. Chaque rapport a poussé la frontière impossible plus facilement, et chacune a été reçue avec le scepticisme officiel. Le 15 février, le ministère du Reich a émis une ordonnance exhaustive, les rapports de combattants monomoteurs américains en plus de la ligne Ruhr sont de mauvaise identification de PE-38 ou d'aéronefs amicaux. Les pilotes qui insistent sur ces rapports seront soumis à une évaluation médicale. La vérité, cependant, était bien pire que les théories du complot ou les hallucinations. À Wright Field, Ohio, les ingénieurs américains avaient fait ce que les experts allemands ont juré pour être physiquement impossible, étendre le combat de Mustang PE-51B à plus de 1000 km à l'aide de réservoirs auxiliaires jetables. Les chiffres ont contesté les lois de l'aérodynamique. Un seul combattant en moteur capable de piloter 2100 km en maintenant des performances de combat? Pour les Allemands, c'était une absurde mathématique. Comme le commandant Edmond Hensknock l'a écrit sur 2JG11, dans son dia. Rio au début de 1944, nous avons fait les calculs avec une précision chirurgicale. Les combattants uniques américains ne pouvaient escorter que jusqu'à 450 km de leur base en Angleterre. Ils les ont simplement appliqués d'une manière que l'intelligence allemande n'a même pas rêvé. Le secret n'était pas seulement dans l'avion, mais dans 2 innovations révolutionnaires que Berlin avait sous-estimées ou rejetées comme propagande. Le premier était le moteur Merlin fabriqué par Packard. Ce n'était pas une copie sous licence du Rolls-Royce d'origine, il était une version améliorée, produite avec des tolérances qui ont dépassé même les normes britanniques. En utilisant des techniques de production de masse améliorées dans les usines de Détroit, Packard a créé un propulseur qui a livré 1490 chevaux au niveau de la mer et, le plus critique, a gardé plus de 1200 chevaux à 9000 mètres d'altitude grâce à un compresseur à 2 étages et à 2 vitesses. Oberfeldwebel Konrad Bové, un expert technique de JG26, a examiné un PE-51B Downcast près de Gütersloh en février 1944. Son rapport,
trouvés dans les archives de Luftwaffe après la guerre, révèlent l'étonnement allemand, l'installation en ingénierie et la qualité de l'efficacité de l'ingénierie. Orfèvre. La deuxième innovation était les réservoirs de papier auxiliaires. Fabriqués en papier pressé imprégné de résine en plastique, ces réservoirs de 410 litres ne pesaient que 16 livres vides, moins que les munitions de l'une des mitrailleuses Mustang. Développés par des ingénieurs britanniques au Royal Aircraft Estley, ils ont gardé le carburant pendant environ 5 heures avant de commencer à se décomposer, plus que suffisant pour un aller-retour à Berlin. Les Allemands avaient également connu des chars supplémentaires, mais leur approche reflétait une différence philosophique fondamentale, leurs réservoirs étaient en métal, réutilisables, coûteux et lourds, dégradant les performances que les combattants sont devenus vulnérables. Les réservoirs américains étaient bon marché, jetables et légers. Un PS-51B avec 2 d'entre eux pourrait arriver à Berlin, laisser tomber les chars en quelques secondes lorsqu'ils entrent au combat et se battent avec toute leur agilité. Le lieutenant-colonel Hubert Zemck, commandant du 56e groupe de chasse, savait très bien ce que cela signifiait. Zemck a expliqué cette révolution tactique dans un briefing de 1944 avec la clarté de ceux qui avaient déjà écrit le futur dans le ciel de l'Europe. Les Allemands ont dit que nous économisons du carburant pour le combat et le retour. Mais avec les réservoirs jetables, nous avons volé en millionnaires. Croitez-vous à Berlin nourri par les réservoirs extérieurs, libérez-les au bon moment et pourtant, le réservoir interne est plein pendant 30 minutes de combat à l'accélérateur complet, plus le retour. Il ne volait plus vers la limite. Il volait avec une marge pour maîtriser le jeu. Pour comprendre l'impact psychologique du 6 mars 1944, cependant, il est nécessaire de revenir au traumatisme du 14 octobre 1943, le jeudi noir. Ce jour-là, la 8e Air Force a tenté de bombarder les usines de portage de Schweinfurt sans escorte à longue portée. Sur les 291 BE-17 qui sont entrés dans l'espace aérien allemand, 60 ont été abattus et 138 taux de perte de 20,6% endommagés, avec plus de 600 équipages morts ou capturés. La Luftwaffe s'est prouvé avec une efficacité brutale que les bombardements de jour non protégés n'étaient pas durables. Le général Ira Iker, commandant de la 8e armée de l'air, a été contraint de suspendre. En attendant de profondes incursions. Le général der Jagdflieger Adolf Galland a déclaré le 14 octobre, la plus grande victoire des chasseurs allemands dans la guerre défensive. Dans ses mémoires d'après-guerre, le premier et le dernier, Galland écrit, après Schweinfurt, nous pensions avoir démontré que le bombardement de précision de jour était un concept raté. Les Américains devraient rejoindre les Britanniques dans des missions de nuit, où la précision était impossible et les dégâts limités. Nous avions gagné la bataille théorique. Mais Galland, aussi brillant soit-il, a commis une erreur fatale, il a sous-estimé la capacité de l'Amérique à inventer des solutions plutôt qu'à accepter des limites. Lorsque les premiers rapports faisant état d'un nouveau chasseur américain d'une portée extraordinaire arrivèrent à son bureau en décembre 1943, il les ignora. Lorsque ses propres pilotes aperçurent des chasseurs monomoteurs au-dessus de Hanovre en janvier 1944, il les accusa d'hallucination. Ce n'est que le 20 février 1944, premier jour de la grande semaine, que Galland commença à prendre conscience de la menace. Les Américains ont lancé 1000 bombardiers avec 835 chasseurs d'escorte, y compris la première utilisation à grande échelle du PS-51B. En 5 jours, la Luftwaffe a perdu 262 avions et, plus important encore, 100 pilotes vétérans, soit 17% de ses effectifs expérimentés. Le major Wilhelm Ferdinand Galland, frère cadet d'Adolphe et commandant du JG-26, rapporta plus tard, l'apparition des Mustangs a tout changé. Avant, nous pouvions nous positionner hors de portée des chasseurs et attaquer les bombardiers méthodiquement. Par cette matinée claire et glaciale du 6 mars 1944, le décor était planté pour l'acte final. À la RAF Leston, en Angleterre, les équipes au sol ont travaillé toute la nuit pour préparer le 357th Fighter Group à la mission la plus ambitieuse jamais tentée, la première unité de PS-51 pour escorter des bombardiers jusqu'à Berlin. À 6 heures du matin, le colonel Henry Spicer réunit ses pilotes, « Messieurs, aujourd'hui nous allons au Big B, toute la distance. Nous passerons 4 heures au-dessus du territoire ennemi. Quiconque pense que son avion n'est pas en parfait état, avortez maintenant. Il n'y aura pas de seconde chance à ces distances. Personne n'a abandonné. Mais Spicer lui-même abandonnera peu après le décollage en raison de problèmes mécaniques, laissant le major Thomas L. aux commandes de la mission historique. À 7h30, des bombardiers lourds commencent à décoller des bases d'East Anglia. Derrière eux, 796 chasseurs se préparaient à les escorter en relais, des PE-47 pour la pénétration initiale, des PE-38 pour la phase intermédiaire et des PE-51 Mustang pour une protection plus poussée,
jusqu'à la cible. Le 357TH décolle avec 48 PE-51B, mais seuls 33 atteindront Berlin après des pannes mécaniques et les difficultés de navigation à travers des nuages épais. En Allemagne, les stations radars de la Reichsverteidigung, défense du Reich, ont détecté la formation massive se rassemblant au-dessus de la mer du Nord. À Döberitz, le centre de contrôle des chasseurs responsable de la défense de Berlin, les opérateurs ont d'abord considéré cela comme un énième bluff. Les Américains s'étaient déjà approchés de la capitale, mais se sont toujours détournés vers des cibles situées à l'ouest. L'Oberst Hannes Troloft, commandant de la 2e division de chasse, étudie le complot et prend une décision fatidique, maintenir ses avions au sol jusqu'à ce que les bombardiers confirment la cible. Pourquoi gaspiller du carburant si c'est une autre arnaque? À 11h30, les bombardiers de tête franchissent la frontière allemande près d'Arnhem. Les PI-47 d'escorte ont engagé des chasseurs allemands décollant de base aux Pays-Bas et dans l'ouest de l'Allemagne. Tout suivait le modèle connu. Les pilotes de la Luftwaffe attaquèrent prudemment, attendant le moment inévitable où les chasseurs américains, à la limite de leur autonomie, feraient demi-tour. À 12h55, alors que la formation de bombardiers s'approche de Berlin, le major Hans Kogler mène sa force mixte pour intercepter ce qu'il croit être des cibles non protégées, cette Messerschmitt Bf-110, chasseur de nuit adapté pour le jour, et 41 Bf-109. Les contrôleurs allemands avaient suivi le tour des PI-47 et supposé que les bombardiers étaient vulnérables. Le major Thomae, avant 33-357 TH Mustang qui avait gagné le mauvais temps à Berlin, a décrit le moment de son rapport de combat, briser la couche de nuages. Nous avons vu les libérateurs BE-24 en dessous et à gauche. Feldwebel Jan Müller de JG-11, conduisant l'une des escortes Bf-109, a survécu à la réunion et a ensuite signalé « Nous étions en position parfaite, commençant la plongée de l'attaque de bombardement, lorsque des traces ont traversé mon canopé. Je pensais d'abord qu'ils étaient capturés des avions, je savais que c'était de vraies mousses, de ne jamais imaginer. Ce qui a suivi n'était pas une bataille. C'était une exécution. » Les combattants allemands, pris par surprise et hors de position, dispersés dans une panique. En 12 minutes de combat, le 357TH Fighter Group a abattu 20 avions ennemis sans perdre un seul PL-51. Et a renversé un Bf-109 dans un vol peu profond près de Welsen avant de diriger. Tandis que les autres Mustangs ont plongé sur un aérodrome allemand, transformant les pistes d'atterrissage en cratères fumants et réduisant les avions garés en ferraille torsadée. La précision était chirurgicale. Il n'y avait aucune marge d'erreur lors du vol à 500 km/h à quelques mètres du sol, avec des coups de feu tirant l'air comme des fouets de feu. Et a senti que le titre vibrait dans ses mains avec chaque tir des mitrailleuses .50, tandis que les explosions secondaires ont illuminé le champ ci-dessous comme des feux d'artifice de l'enfer. Ce n'est pas la guerre, pensa-t-il. C'est un massacre. Alors que les pilotes américains ont rénové la formation de Brandenburski, à 80 km au nord de Berlin, un appel téléphonique a déchiré le silence du déjeuner au château de Carinal. Hermann Göring, le Reichsmarschall obèse décoré de médailles qu'il n'a jamais remportées sur le devant, a mâché un morceau de canard rôti lorsque le général Adolf Galland, le commandant des combattants de Luftwaffe et l'un des rares officiers qui osent toujours avoir l'air de Göring dans les yeux, les combattants du moteur américain, ne sont plus que des berlins. Mustang PL-51. La fourche de Göring est tombée sur la plaque en porcelaine avec un claquement. Son visage, déjà rougeâtre par le vin et l'hypertension, s'assombrit comme une tempête se formant. « Tu es fou, Galland grogna, la voix épaisse du dédain. Vérifiez vos rapports. Les Américains n'ont pas la portée. C'est physiquement impossible. » Un lâche propage la panique pour justifier leur incompétence. Mais Galland n'est pas retourné. Mon Reichsmarschall, j'ai une confirmation visuelle de plusieurs sources. Différents pilotes de Jacques Geschwader rapportent un combat avec des Mustangs de 25 000 pieds sur la capitale. Ils sont là. Et ils nous détruisent. Ce qui a suivi n'a pas été une discussion. C'était une éruption. Göring a jeté son verre en cristal contre le mur, le brisant en 1000 fragments qui brillaient comme de la glace à la lumière du lustre. « Trahison !» cria-t-il, la mousse se formant dans les coins de sa bouche. « Sabotage !» Ces pilotes sont des menteurs lâches. J'aurai chacun qui osera répéter cette arnaque. Son assistant de l'ordre, Oberleutnant von Brochitsch, n'a plus tard qu'on écrira que le Reichsmarschall était tellement hors de son chemin qu'il a même ordonné l'arrêt immédiat de 2 Obersts qui avaient confirmé les observations. Mais même si Göring jouait, la preuve a été imposée, implacable. De la propre terrasse de Carinal, il
Jour pour voir les traces blanches grattant le ciel sur Berlin, minces comme des cicatrices, mais indéniables. Et puis, distant mais distinct, le rugissement des moteurs Merlin en pleine puissance, un son qui n'appartenait à aucune chasse allemande. Pendant près d'une heure, Göring est resté debout près de la fenêtre, les mains tremblantes reposant sur le seuil de marbre, ses yeux fixés sur ces rainures de condensation qui déchiquetaient le ciel comme des fils d'un emprunteur. Je n'ai pas dit un mot. Quand il s'est finalement tourné, son visage était gris, comme s'il avait vieilli une décennie en quelques minutes. Cette nuit-là, il a signé l'ordre le plus tristement célèbre de toute la guerre aérienne: tout pilote qui prétend avoir repéré des combattants américains sur Berlin sera arrêté pour lâcheté et propagation du défaitisme. La gamme maximale de combattants ennemis est rure. C'est un fait scientifique. L'effet était dévastateur. Les unités déjà ébranlées par des pertes sont désormais confrontées à un dilemme impossible: signaler la vérité et risquer la potence, ou mentir et laisser le haut commandement voler aveugle à la catastrophe. Plusieurs commandants de l'escouade, comme le major Günther Rall, ont simplement ignoré l'ordre et ont envoyé leurs pilotes pour s'inscrire dans les rapports qui avaient combattu des combattants bimotrices, une arnaque que tout le monde savait comment être transparente mais les a au moins gardés en vie. Jusqu'à, le 8 mars, Galland est arrivé au ministère de l'Air avec un morceau de métal pétri dans un sac en toile. C'était un fragment de réservoir externe d'un PS-51, clairement tamponné des lettres Made in USA, récupéré dans un champ près de Magdebourg. Le voici, Reichsmarschall, a déclaré Galland, jetant la pièce sur la table de Göring. La preuve que vos faits scientifiques sont une arnaque. Göring n'a même pas regardé l'objet. Sa lèvre supérieure s'inclina dans un mince mépris. Je m'en fiche si vous m'apportez une Mustang entière sur un plateau en argent, Galland. Les Américains ne peuvent pas escaler à Berlin. C'est impossible pour la physique. Point. C'est en ce moment, selon les souvenirs de Galland, qu'il savait, l'Allemagne avait perdu la guerre. Pas faute de courage, pas faute d'avion, mais parce que son propre commandement préfère nier la réalité à y faire face. Plus tard, à Nuremberg, Göring admettait, avec un cynisme que seuls les condamnés peuvent se permettre de luxe: quand j'ai vu les combattants américains à Berlin, je savais que le jeu était terminé. Pour les coureurs de Luftwaffe, cependant, l'apparition des Mustangs n'était pas seulement un coup tactique. C'était un tremblement de terre existentiel. Ces hommes avaient été créés dans la conviction qu'ils se sont envolés vers une machine de guerre invincible, que la science allemande, avec leurs roquettes, leurs ailes à haro, leurs moteurs à réaction, était supérieure à tout ce que les Alliés pouvaient s'opposer. Hauptmann Heinz Knock, commandant du 2e JG 11 Staffel, a noté dans son journal le 7 mars 1944, « Hier a tout changé. Nous avons toujours su où nous étions en sécurité, au-dessus de certaines altitudes, et certaines lignes sur la carte. Ces zones de confort ont disparu. S'ils peuvent atteindre n'importe où. Et la chasse n'était pas seulement implacable, c'était humiliant. Le PS-51B ne se contentait pas d'être présent à propos de Berlin. Il a dominé. Son moteur Merlin autorisé à Rolls-Royce lui a donné 437 000 par heure à 25 000 pieds et 50 mph de plus que le Bf-109G aussi à la même altitude. Leurs ailes de débit laminaire ont permis de manœuvres à grande vitesse qui ont laissé les combattants allemands derrière leur retard comme s'ils volaient en mélasse. Ces 6 mitrailleuses .50 ont tiré un volume de feu qui a transformé les fuselages en tamis. Et, le plus cruel de tous, leurs coureurs n'étaient pas pressés. Ils n'avaient pas besoin d'économiser du carburant, ils n'avaient pas à rentrer chez eux après une seule passe. Ils pourraient jouer. Ils pouvaient poursuivre. Interofficier Vera PCE, de JG 301, a survécu à une réunion avec des Mustangs le 9 mars et a décrit l'expérience avec un mélange de terreur et d'admiration macabre. Ils venaient d'en haut et de derrière, toujours avec un avantage d'altitude. Quand nous nous retournions pour les attaquer, ils filaient comme s'ils étaient propulsés par des fusées. Il fallait choisir, soit nous les suivions et perdions de la vitesse, soit nous plongions et étions abattus en ligne droite. Attaquer est parti. Ces Mustangs ont joué avec nous. Comme des chats avec des souris. L'Oberst Johannes Steinhoff, commandant du JG 77, résumera plus tard le cauchemar stratégique qui a frappé la Luftwaffe. Nous en sommes venus à supposer que chaque formation de bombardiers avait une escorte Mustang, même si nous ne les voyions pas bombardier avant que les Mustangs nous trouvent. Et quand ils sont arrivés, eh bien, il s'agissait simplement de savoir qui mourrait en premier. Mais le coup le plus meurtrier n'est pas venu des canons des mitrailleuses. Cela venait des réservoirs de carburant. L'arrivée des Mustangs au-dessus de Berlin coïncide avec et accélère une crise qui étouffe déjà la Luftwaffe, le manque de carburant. L'Allemagne dépendait d'usines de synthèse qui transformaient le charbon en essence d'aviation,
un processus très coûteux et non viable sur le plan énergétique, mais qui, jusqu'alors, maintenait les avions de chasse dans les airs. Le problème ? Ces usines constituaient des cibles parfaites, immenses, immobiles et construites en béton armé. Avant mars 1944, ils étaient hors de portée des bombardiers alliés. Sans escorte, les BE-17 et BE-24 étaient incapables de les atteindre avec précision. Sans précision, les bombes tombèrent dans la brousse. Les Mustangs ont changé cela du jour au lendemain. Le 12 mai 1944, la 8e force aérienne lance sa première attaque majeure contre l'usine de carburant synthétique Luna, à 160 km au sud-ouest de Berlin. 800 bombardiers. 735 chasseurs d'escorte, dont 298 P-51. 1718 tonnes de bombes, larguées avec une précision qui laisserait les planificateurs allemands sans voix. La production sur Luna a chuté de 90% en une seule nuit. En juin, la production allemande de carburant d'aviation a chuté de 175 000 tonnes par mois à 35 000. En septembre, il y en avait 7 000 tonnes, soit suffisamment pour un maximum de 500 sorties par jour sur tous les fronts réunis. Le résultat ? Un effondrement en cascade. Les vols d'entraînement ont été annulés. Les pilotes novices étaient envoyés au front avec 50 heures de vol, soit un cinquième de la norme de 1942. L'oberlieutenant Klaus Breitschneider, transféré du front de lait à la défense du Reich, consigne dans ses lettres, jusqu'à l'été 1944, nous avions un vol d'entraînement par semaine. De tout, l'expérience, la confiance, le sentiment que nous étions toujours les meilleurs. Les Mustangs ne nous ont pas vaincus seulement dans les airs. Ils ont volé nos âmes. La véritable ampleur de l'impact du Mustang deviendra claire le 6 juin 1944. Jour J. La plus grande invasion amphibie de l'histoire exigeait avant tout un seul élément, la suprématie aérienne absolue sur les plages. Les Alliés ont effectué 14 674 sorties ce jour-là. La Luftwaffe en a géré 319, perdant ainsi 35 avions. Sur les plages d'Omaha et d'Utah, où les soldats américains mouraient par milliers, seuls 2 combattants allemands sont apparus toute la journée. L'un d'eux était piloté par l'Oberst Joseph Piple-Prier, commandant du JG-26, qui mena la seule attaque de la Luftwaffe contre les têtes de pont. Avec son ailier, l'interofficier Heinrich Ehlers, il déchire le ciel normand à basse altitude, mitraillant tout ce qui bouge, tandis que l'artillerie anti-aérienne alliée transforme l'air autour de lui dans un enfer de shrapnel. Lorsqu'il atterrit à la base, son FW-190 était criblé de trous et Ehlers ne serait plus jamais revu. Nous avons fait ce que nous pouvions, dira plus tard Prier, avec une amertume qui transcenda les décennies. Mais que sont 2 chasseurs contre une flotte ? La réponse, tout le monde le savait déjà, était inscrite dans les traînées de condensation qui, le même jour, traversaient le ciel de Berlin encore une fois. Les Mustangs ne se contentaient pas de gagner la bataille. Ils réécrivaient les règles de la guerre. Ce qu'il a trouvé, des escadrons entiers réduits à l'état de ferraille volante, des pilotes épuisés luttant contre des machines qui se démantelaient dans les airs. Ils nous ont donné des chasseurs avec des moteurs qui surchauffaient après 20 minutes de vol, a rapporté un commandant Staffel, montrant ses paumes boursouflées à cause du manche de commande d'un FW-190 dont les commandes étaient coincées lors d'une plongée. Et le pire n'était pas l'ennemi, c'était de savoir que même si nous survivions au combat, le prochain lot d'avions serait encore plus défectueux. La stratégie alliée était impitoyable, il ne suffisait pas de détruire les chasseurs allemands dans les airs, il fallait étouffer leur existence avant qu'ils ne décollent. Les Mustangs, opérant désormais par essaim de 50 à 60 avions, balayèrent les aérodromes de la Luftwaffe avec une précision chirurgicale. Des pilotes américains comme le major George Preddy, avec 26 victoires confirmées, dont 6 en une seule journée, ont fait de la chasse à l'ennemi une science. Ils savaient où nous étions avant que nous démarrions les moteurs, a écrit un officier du JG-26 dans son journal. Ils attaquaient pendant le roulage, le décollage, l'atterrissage, à chaque fois que nous étions vulnérables. C'était comme si nous étions pourchassés par des loups pendant que nous attachions nos lacets. La réponse allemande ? Des tactiques de plus en plus désespérées. En octobre 1944, la Luftwaffe lança l'opération Bodenplatte, un raid massif contre les aérodromes alliés en Belgique et aux Pays-Bas, destiné à détruire des centaines d'avions au sol. Sur le papier, c'était audacieux. En pratique, une catastrophe. Sur les 800 chasseurs allemands lancés, 300 ne revinrent jamais. Ceux qui ont survécu ont trouvé des bases qui n'existaient plus, des hangars en feu, des pistes cratérisées, pire encore, suffisamment de carburant pour au plus une mission. Nous avons décollé pour sauver la guerre, plaisantait un pilote du JG1,
et avons atterri pour découvrir que la guerre nous avait déjà abandonnés. Pendant ce temps, dans le ciel, les mathématiques de la défaite devenaient indéniables. En décembre 1944, lors de la bataille des Ardennes, la Luftwaffe parvient à rassembler 2400 avions pour soutenir l'offensive. C'était comme une renaissance. Jusqu'à ce que les Mustangs arrivent. En une semaine, les Américains abattirent 800 chasseurs allemands, soit un tiers de la force initiale, et en détruisirent 300 autres au sol. C'était comme lancer des pierres sur une avalanche, décrit l'Oberleutnant Heinz Knock, à aux 33 victoires. Chaque fois que nous montions, ils étaient là, attendant. Peu importe à quel point nous étions bons, ils avaient les chiffres, le carburant et le timing de leur côté. Et le temps, après tout, c'est ce que l'Allemagne n'avait plus. Les rapports des services de renseignement alliés interceptés ont révélé une Luftwaffe au bord de l'effondrement total. En janvier 1945, le général der Jagdflieger Adolf Galland, désormais responsable du JV-44, l'unité de chasseurs à réaction, envoya une note à Göring, « Monsieur Reichsmarschall, nous perdons 1000 pilotes par mois. Il n'y a pas de réservistes. » La réponse de Göring ? Un ordre, d'augmenter l'agressivité, comme si le courage pouvait remplacer le kérosène ou les balles. Les derniers mois de la guerre furent un épilogue sanglant. Des pilotes comme Erich Hartmann, le plus grand de l'histoire avec 352 victoires, passent désormais plus de temps au sol que dans les airs, non pas par manque de volonté, mais par manque de tout le reste. En fin de compte, nous avons volé avec ce que nous avions, des avions avec des pièces cannibalisées, du carburant dilué et la certitude que chaque mission pourrait être la dernière, a écrit Hartmann. Les Mustangs ne nous ont pas laissé de répit. S n'avait pas besoin de le faire. Attendez. Et donc, lorsque le Troisième Reich a ruiné le feu, les cieux au-dessus de l'Allemagne avaient déjà été conquis. Pas pour une bataille décisive, mais pour une campagne d'asphyxie systématique, où chaque goutte de carburant volé, chaque pilote novice brun, chaque usine réduite de saucisses était un clou supplémentaire dans le cercueil d'une force aérienne qui avait autrefois dominé l'Europe. Les Mustangs ne vont pas seulement la guerre au paradis. Ils ont assuré que lorsque la guerre était terminée, Luftwaffe n'existerait plus pour raconter l'histoire. Ce qu'il a trouvé était une démonstration de décomposition industrielle déguisée en production militaire. L'avion a quitté les lignes de montage comme des cadavres de marche, des moteurs conçus pour 100 heures de vol qui ont échoué après 10, des surfaces de contrôle qui se sont écrasées au milieu de canons de plongée et mal alignés qui ont tiré dans le vide. Luftwaffe, autrefois synonyme de précision germanique, était devenue une usine de pièges mortels. Les travailleurs, épuisés par la faim et les bombardements nocturnes, ont travaillé avec des matériaux de qualité douteux, lorsqu'ils n'étaient pas simples recyclés. Des tests de qualité ? Une blague macabre. Nous nous sabotions plus efficacement que les Alliés ne le rêvaient. Et puis est venu le 1er janvier 1945. Unternehmen Bodenplatte, un jeu désespéré, le dernier souffle d'un géant mourant. 900 combattants, à peu près tout ce qui reste de la Luftwaffe à l'ouest, a décollé à l'aube. Les pilotes novices, dont beaucoup sur leur premier vol de combat, ont tenté de maintenir la formation sur les escouades qu'ils n'avaient jamais entraînées ensemble. La confidentialité était si absolue que même les batteries anti-aériennes allemandes n'étaient pas averties, brûlant dans un bain de feu amical qui a diminué des dizaines d'avions avant de franchir la ligne de front. L'attaque a pris les Alliés par surprise. 305 avions détruits au sol, 190 endommagés, un coup tactique retentissant. Mais le prix était le suicide institutionnel. 271 aircraft perdus. 213 pilotes abattus ou capturés, dont 3 Geschwader Commodore, 6 Gruppenkommander et 14 Staffelkapitan, l'épine dorsale de ce qui restait de l'expérience de combat allemande. Un pilote de survivant, Hans-Karl Köhler, appellerait ce jour de « la mort de la Luftwaffe ». En une semaine, les Américains ont remplacé les avions perdus. Les pilotes qui sont tombés ? Jamais plus. Pire, nous brûlons nos dernières réserves de carburant. Après Bodenplatte, nous n'étions plus une force aérienne. Nous étions un fantôme, un écho de gloire passée. La réponse américaine n'a pas été longue. En 48 heures, la Mustang a déjà balayé le ciel dans la chasse systématique. Les aérodromes ont été impitoyablement décalés, transformés en cimetières métalliques torsadés. La semaine qui a suivi la catastrophe, 400 autres avions allemands ont été détruits, principalement sans même décoller. Le major John Meyer, a du 352 ND Fighter Group avec 24 victoires, a décrit la période avec une frialité qui a gelé le sang. C'était presque pathétique.
Nous avons trouvé des champs d'aviation encombrés de combattants qui ne pouvaient même pas voler pour manque de carburant. Nous avons bouilli, ils ont brûlé et il n'y avait plus de résistance. Ce n'était plus un combat. C'était une exécution. Jusqu'en avril 1945, la Luftwaffe avait cessé d'exister comme force cohésive. Certains pilotes ont toujours décollé dans des missions solitaires, pas pour le courage, mais pour une logique cruelle, rester par terre était de reporter l'inévitable, décollerait, c'était signer la condamnation à mort elle-même. Le coup psychologique était dévastateur. Hans Koka, qui avait déjà écrit avec ferveur sur la défense du Reich, a fait sa dernière annotation dans le journal. J'ai perdu d'innombrables amis dans cette unité. Les gars que j'ai formés, les garçons avec qui j'ai volé, les garçons que j'aimais en tant que frères, tous morts. Pourquoi? Nous ne pouvons plus atteindre les bombardiers. Les Mustangs sont partout. Ils dominent notre ciel. Je ne suis plus un pilote de chasse. Je suis une cible qui attend d'être abattue. Les chiffres capturés dans les archives de la Luftwaffe après la guerre sont un épitaphe. Fil de données. Janvier 1944, 2395 pilotes de chasse à l'exploitation. Juin 1944, D 1523. Janvier 1945, 742. Avril 1945, seulement 2 cents. Parmi les pilotes opérationnels en janvier 1944, moins de 5% ont survécu à la guerre sans blessure. L'apparition des Mustangs sur Berlin n'a pas seulement été une défaite, c'est l'annonce d'une apocalypse qui a consommé toute une génération d'aviateurs allemands. Mustang n'était pas seulement une machine de guerre, c'était une condamnation à mort avec des ailes. Sa gamme d'action de 650 000 sur le modèle BSC et 750 miles en D avec des réservoirs externes a transformé 100% du territoire allemand en zone de chasse. Alors que la Luftwaffe a lutté contre le carburant rationnel et les usines bombardées, les États-Unis ont déversé 15 686 PS-51 sur les lignes de production, à un rythme de 320 unités par mois à son hauteur et à un coût de $51 000, valeur de 1945. L'Allemagne, en revanche, a produit 25 860 combattants en 1944, mais n'a jamais réussi à maintenir plus de 1500 opérationnels en même temps. Une armée aérienne de papier, se désintégrant sous le poids de sa propre incompétence. L'inégalité ne s'est pas terminée par les chiffres. Alors que les pilotes américains sont arrivés en Europe en 1944 à 1945 avec 400 heures de vol musculaire, les Allemands ont été jetés dans la bataille à seulement 80 heures. Le résultat? Un taux de survie en Luftwaffe moins de 15%, contre 65% des pilotes américains terminant leur mission. Ce n'était pas une guerre. C'était un massacre systématique, où l'expérience allemande, autrefois légendaire, s'est évaporée sous le feu croisé d'un non pardonné, pas fatigué et n'a pas reculé. L'apparition de la Mustang sur Berlin n'a pas été un coup tactique. C'était le coup de pitié sur un système pourri. Pour la première fois dans l'histoire, une nation projette la puissance aérienne absolue sur tout le territoire d'un ennemi de premier taux. Le général Karl Spaatz, commandant des forces aériennes stratégiques américaines en Europe, n'avait aucun doute dans son rapport d'après-guerre, le PS-51 Mustang ne nous a pas donné la supériorité aérienne. Cela nous a donné la suprématie. Pas une compétition mais une domination totale. Jusqu'au printemps 1944, les Alliés pourraient atteindre n'importe quel objectif à tout moment avec des pertes acceptables. Ce n'était pas seulement un avantage militaire, c'était une arme psychologique. Lorsque les civils allemands ont vu la Mustang d'argent entourant leur capitale sans opposition, le mythe de l'invincibilité nazie s'est effondré. L'Amérique, que Goebbels a peint comme faible et distante, planait maintenant sur ses têtes implacables. L'effet de cascade était dévastateur. Industrie paralysée, aucune usine n'a été sauvée. La production s'est propagée en fortune, des installations inefficaces, cachées dans les forêts ou les tunnels. Réseaux de transport écrasés, les ponts, les chemins de fer et les routes ont été coupés à plusieurs reprises, étranglant l'alimentation. L'économie allemande déjà asphyxiée est entrée dans un effondrement terminal. Et puis est venue la crise du carburant, les centrales à carburant synthétique auparavant intouchables ont été méthodiquement détruites. Moins de carburant signifiait moins de formation, ce qui a généré plus de pertes de combat, ce qui a forcé encore plus de coupes d'entraînement. Un cercle vicieux d'autodestruction, accéléré par la présence omniprésente des Mustangs. Sans couverture aérienne, les forces terrestres alliées ont avancé sans résistance. La rupture de la Normandie, la course pour la France, le passage du Rhin possible parce que les Allemands n'osaient que se déplacer la nuit, comme des rats à la lumière du jour.
Luftwaffe, une fois craint, avait été expulsée du ciel. Et avec elle, l'esprit d'une nation est mort. L'ironie est cruelle, l'Allemagne a commencé la guerre avec des avantages écrasantes. Bf 109 était, en 1939, le meilleur combattant du monde. Ses pilotes, forgés dans la guerre civile espagnole, ont dominé les tactiques révolutionnaires telles que la formation Finger 4 et le combat pour l'énergie. Mais Mustang n'était pas seulement une évolution technologique, c'était la matérialisation d'un système supérieur. Une fusion de génie, le moteur britannique Merlin, la production de masse américaine, héritée de la LI. Assemblage automobile, et une culture d'amélioration continue basée sur la rétroaction pilote. Le PE-51D, qui est arrivé en mai 1944, en était la preuve, canopée en bulle, visibilité à 360 degrés, .65 mitrailleuse avec munitions améliorées, vitesse calculée KE-14, aile renforcée pour plus d'armes, de meilleures radios et le moteur Packard VE 1650-7, rugissant avec 1590 randonnées. Chaque amélioration a répondu à un réel besoin, identifié par ceux qui ont vraiment eu du mal. Ce cycle, combattant rétroaction amélioration combat plus efficace, était quelque chose que l'Allemagne, avec son leadership chaotique et sa production interrompue, n'a jamais pu reproduire. Le Dr Kurt Tank lui-même, un génie derrière le FW-190, a admis l'évidence après la guerre, nous pourrions projeter des avions égaux ou meilleurs que Mustang. Le TA-152H était supérieur à bien des égards. Mais nous ne pouvions pas les produire en quantité, ni pour les alimenter, ni les pilotes pour les faire voler. Au lieu de s'adapter, Hitler avait besoin de plus de bombardiers. Au lieu de préserver leurs ASE en tant qu'instructeurs, Luftwaffe les a brûlés au combat jusqu'à la dernière goutte. Les pilotes qui ont osé signaler la vérité ont été martialisés en cours. Le résultat ? Un saignement d'expérience qu'aucun régime ne pourrait survivre. Les AC allemands, autrefois des symboles d'excellence, sont tombés un par un, récoltés par les Mustangs. Klaus Mietusch, 72 victoires, déposées par PE-51 le 17 septembre 1944, après 452 missions. Il a survécu à tout sauf le jour où les Mustangs l'ont pris au dépourvu. Walter Ezzo, 123 victoires, a dépassé les PE-38 le 11 mai 1944. Même les combattants américains inférieurs sont devenus mortels contre des pilotes mal formés. Hans Philipp, 206 victoires, kilaté par PE-47 le 8 octobre 1943, avant même l'arrivée massive des Mustangs. Sa fin était un présage. Sur les 107 pilotes allemands avec plus de 100 victoires, 95 étaient morts, blessés ou prisonniers à la fin de la guerre. Mustang a non seulement vaincu la Luftwaffe, elle a fait sa mémoire institutionnelle. Les quelques-uns qui sont partis en 1945 vivaient comme des animaux harcelés, des plans cachés de forêt, des pistes de fortune sur les reflets, des ordres désespérés tels que l'Oberst Gordon Golob, décollés uniquement lorsque les bombardiers seront directement en hausse. Au maximum 15 minutes de vol. Tout pilote dans l'air pendant plus de 20 minutes sera considéré comme déserteur. La peur de la Mustang était si profonde que de nombreuses missions abandonnées au premier rapport de combattants d'escorte. Les cours lâches des tribunaux martiaux se sont multipliés, bien que des pilotes expérimentés aient été effectués lorsqu'il reste si peu, c'était un suicide stratégique. La morale est allée quand ils ont réalisé, même des missions réussies, ils n'ont rien changé. Les bombardiers arrivaient toujours. Les Mustangs ont continué à les escolter. Et l'Allemagne était toujours en train de mourir. Heinrich Barthel, 99 victoires, a été abattu le 23 décembre 1944, une victoire loin de 100. Son ailier a rapporté 6 Mustangs. Ils sont venus d'en haut et de retour. Heinrich n'avait aucune chance. Ils l'ont chassé au sol, tirant sans arrêt. Même le métal torsadé de votre combattant de flamme les a arrêtés. Pour les Mustangs, il n'y avait pas de pitié. Seule la justice mécanique. Que vos bombardiers n'atteindraient jamais le cœur du Reich. Cette Luftwaffe les détruirait auparavant. Aujourd'hui, ils sont tombés sur le chancer. Pas comme des intrus, mais en tant que propriétaires. Il n'y avait pas assez d'alarmes anti-aériennes pour les chasser. Il n'y avait pas assez de combattants pour les arrêter. Seuls les acouphènes implacables de ces moteurs Merlin, annonçant que le monde que nous connaissions était terminé. Pour les pilotes américains, chaque mission sur Berlin était un acte de possession. Ils ont non seulement dominé le ciel, ils l'ont marqué. Ils ont laissé des sentiers de fumée comme des signatures dans les airs, tandis que les batteries anti-aériennes allemandes tiraient en vain, comme un homme noyant, il frappe l'eau avec ses poings. Le lieutenant de N. Gentil, avec 22 victoires,
a décrit la sensation, vous regardez en bas et voyez toute la ville se tordant sous vous. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Juste la certitude que chaque passage que vous déchirez un autre morceau de leur machine de guerre. Et ils ne peuvent rien y faire. Ils ne pouvaient pas. Les Allemands ont tout essayé. Ils ont lancé les combattants armés de Sturmgruppen, conçus pour massacrer des bombardiers à tout prix, même si cela signifiait voler dans une formation si serrée que les ailes ont touché. Mais les Mustangs les attendaient. Ils nous ont chassés comme des loups à un troupeau de moutons malades. Les Sturmbuck, avec leurs canons de 30 mm, étaient des proies lents, vulnérables et faciles aux P-51 qui ont plongé comme des faucons. Le major Günther Specht, commandant de 4 JG-3, a survécu à 14 missions contre les forteresses volantes avant d'être abattu le 8 mars 1944. Son dernier rapport de radio était une confession, ils sont partout. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Il n'y en avait pas. Même le Wunderwaffen, les Wunderarmes que Goebbels a promis, ils ont parlé contre eux. Le Me-262, les jets qui devraient sauver l'Allemagne, étaient rapides mais fragiles. Ses moteurs ont échoué. Ses pilotes mal formés ont été incendiés dans des décollages avortés. Et quand ils ont finalement grimpé, les Mustangs ont attendu dans une embuscade, profitant du moment où les jets ont réduit la vitesse pour atterrir. Le lieutenant Chuck Yeager, un futur disjoncteur de la barrière sonore, a massacré one Me-262 en mars 1945. Son rapport était sec, il était rapide droit. Mais la guerre ne coule pas. Il est chassé. Et nous étions les chasseurs. La chasse s'est terminée en avril. Lorsque les colonnes de fumée sur Berlin n'étaient plus seulement les usines, mais à partir des fichiers du Reich en feu, les ministères de la flamme, les corps empilés dans les rues. Les Mustangs patrouillaient toujours dans le ciel, non plus d'escorte, mais en tant que juges. Le 20, lorsque les troupes soviétiques ont progressé à travers les ruines de la ville, une équipe P-51 est tombée sur le chancelier trempé, comme un cortège funèbre aérien. Ils n'ont pas tiré. Ils n'en avaient pas besoin. Le messager avait déjà livré son message des mois plus tôt, lorsque ces combattants en argent sont apparus pour la première fois dans la capitale du Troisième Reich. Ils ne sont pas venus négocier. Ils sont venus gagner. Et à gagner. La différence entre la victoire et la défaite. Alors que Luftwaffe s'est noyé dans sa propre arrogance, piégé par des promesses d'armes miraculeuses qui ne sont jamais arrivées et un leadership qui préfère blâmer les traîtres imaginaires à faire face à la réalité, les Américains ont perfectionné leur machine de guerre avec une précision chirurgicale. Chaque mission était une leçon. Chaque perte, un ajustement. Chaque victoire, une étape pour la suivante. Les pilotes allemands, autrefois propriétaires des cieux, ont maintenant levé les yeux et ont vu leur propre échec écrit en métaux polis et en ailes en argent. Ce n'étaient pas seulement des avions. Ils étaient verts. Et ils n'ont pas pardonné. Pour les bombardiers alliés, Mustang a fait la différence entre une prière et un miracle. Lorsque les formations BE-17 et BE-24 ont traversé le ciel de l'Allemagne, ils savaient que là-haut, à 25 000 pieds, les combattants américains attendaient. Pas comme des anges gardiens, les anges ne portent pas de mitrailleuse .50, mais comme encore plus fiable, une promesse tirée. Les Allemands ont appelé le P-51 Schwarztod, mort noire. Les Américains les ont appelés petits amis. Les bombardiers les ont appelés le salut. Et le salut était le prix. Un prix que l'Allemagne a payé du sang, des cendres et des ruines. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne racontent pas toute l'histoire non plus. Parce que derrière chaque statistique, chaque usine détruite, chaque pilote coulé, chaque ville a réduit à des décombres, il y avait un système qui, contrairement au Troisième Reich, fonctionnait. Alors que Göring était ivre de vin et de délire de grandeur, les Américains ont construit. Alors qu'Hitler a commandé la production de combattants à réaction qui n'ont jamais suffisamment atteint, les Américains ont livré 15 000 Mustangs, et c'est. Adal 2 a été une condamnation à mort pour la machine de guerre nazie. Le P-51 n'était pas seulement un avion. C'était la matérialisation d'une philosophie, si vous pouvez rêver, vous pouvez construire. Si vous pouvez construire, vous pouvez gagner. En moins de 4 ans, il est passé d'un brouillon dans un presse-papier pour dominer le ciel sur Berlin. Pendant ce temps, le Mi-262, le soi-disant combattant du futur, est arrivé trop tard, en nombre ridicule, et pourtant c'était du carburant que l'Allemagne n'avait plus. C'est l'ironie finale, le régime qui a juré était invincible n'a pas été vaincu par une arnaque de chance, mais par un flot d'efficacité. Les Mustangs n'étaient pas invincibles, aucun plan l'est. Mais ils étaient incontournables. Et quand vous ne pouvez pas échapper à l'ennemi,
vous ne pouvez pas échapper à la défaite. Göring l'a compris à Nuremberg, quand, entre un mensonge et un autre, il a laissé échapper la vérité qui l'a condamné. Quand j'ai vu les combattants américains sur Berlin, le jeu était terminé. Ce n'était pas une reddition. C'était une reconnaissance. Le Reich aurait pu continuer à jouer, comme un joueur de poker qui parie ses derniers jetons en sachant que le jeu est déjà perdu. Mais le résultat a été inévitable. Les lettres ont été marquées depuis le jour où ces combattants en argent sont apparus à l'horizon, pas en tant que visiteurs, mais en tant que propriétaires. Pour survivre aux cavaliers de Luftwaffe, l'image de ces Mustangs suspendus au-dessus de la capitale brûlée est devenue une cicatrice. Cela n'a pas fait de mal uniquement pour la défaite. Ça faisait mal à coup sûr. Ils savaient, à un certain niveau, que ce n'était pas seulement la fin d'une bataille, mais la fin d'un monde. Un monde où la publicité ne pouvait plus cacher le bruit des moteurs Merlin qui coupent l'air, où les promesses de victoire ne pouvaient plus étouffer le rugissement des bombes tombant sur Dresde, Leipzig, Hambourg. Mustang n'a pas remporté la guerre seul. Mais sans eux, la guerre aurait duré plus longtemps. Beaucoup plus. Chaque usine qui a cessé de produire, chaque train qui n'a pas réussi à transporter des troupes, chaque goutte de carburant qui ne s'est pas manifestée, tout cela a été écrit dans le ciel par les combattants qui ont refusé de partir. Et quand finalement la poussière est tombée sur la détruire de l'Europe, une chose est devenue claire, l'avenir appartenait à ceux qui pouvaient y arriver. Peu importe à quel point l'ingénierie allemande était brillante, à quel point le soldat était fanatique, à quel point les promesses du Führer étaient formidables. Si vous ne pouvez pas protéger votre propre ciel, vous ne pouvez rien protéger. Les Mustangs l'ont prouvé. Pas avec des mots. Avec des actions. Et le monde n'a jamais oublié. La survie n'était pas une question de chance. C'était une question d'évolution. Alors que les Américains ont marqué, amélioré la technologie et amélioré la formation avec chaque mission, les Allemands sont restés piégés dans des doctrines rigides et les liens de l'ingérence politique. La différence n'était pas seulement sur les avions, c'était la capacité d'apprendre. Et pour s'adapter. Les leçons de ce ciel résonnent encore aujourd'hui. Des combattants à long terme, des systèmes de défense aérienne intégrés, des programmes de formation pilote d'élite, tout cela est né de ces jours où les Mustangs sont apparus à Berlin. Ce n'était pas une étape tactique. C'était l'effondrement d'un mythe. Le 6 mars 1944, le Troisième Reich a constaté que ces certitudes étaient des illusions. L'Allemagne devrait être une forteresse imprégnée de distance à distance, défendue par les meilleurs coureurs du monde dans des combattants soi-disant invincibles. Mais quand les Mustangs ont déchiré ce ciel, toutes les promesses se sont cassées. Pour les dirigeants nazis, militaires et politiques, ce fut un moment de clarté brutale. Ils avaient tout parié sur l'idée que les Américains ne pouvaient jamais projeter efficacement le pouvoir à travers l'Atlantique. Ils méprisaient la capacité industrielle américaine comme lente, la technologie aussi inférieure, les pilotes aussi faibles. Chaque hypothèse était erronée. Et maintenant, survolant Berlin, les Mustangs étaient une preuve vivante, impossible à nier, que le jeu était terminé avant même qu'il ne commence. Adolf Galland, l'Allemand, n'avait aucun doute, 6-2. Mars 1944 était le jour où nous avons perdu la guerre. Pas quand Berlin est tombé, pas quand Hitler est mort, mais quand nous, les combattants, sont apparus sur notre capitale. Après cela, tout n'était que le déploiement d'une destination scellée. Mustang n'a pas simplement battu Luftwaffe. Il a prouvé que la démocratie industrielle américaine pourrait produire plus, innover plus rapidement et combattre mieux que le totalitarisme nazi. Et l'impact psychologique était dévastateur. Si le régime ne pouvait pas défendre Berlin contre les combattants américains, que ne pouvait pas faire d'autre? Si tout ce qui avait appris à croire sur nous, la faiblesse, c'est un mensonge, quels autres mensonges ont soutenu ce système? Mustang est devenu involontairement un messager de la vérité. Sa présence sur les villes allemandes a révélé la fragilité d'un monde construit sur des mensonges. Mais la victoire était au prix. 2520 Mustangs ont été perdus dans le ciel de l'Europe. Derrière chacun, un jeune homme qui n'est pas rentré chez lui. Seul le 357e groupe de chasse a perdu plus de 100 conducteurs au combat. Ils étaient les meilleurs que l'Amérique avait à offrir, les étudiants, les athlètes, les professionnels qui ont tout abandonné pour voler et se battre. Le lieutenant-colonel Sidney Brooks, commandant du 339 TH Group, abattu par Flak près de Brunswick le 31 mars 1944. Il avait 28 ans, 2 filles qui ne connaîtraient jamais son père. Son histoire a été répétée des milliers de fois. Le capitaine Don Gentil,
l'un des plus grands as de Mustang avec 21,83 victoires aériennes, n'a survécu à la guerre que pour mourir en 1951, testant un jet TE-33. L'ombre de ce conflit s'étendait bien au-delà du dernier coup. De nombreux pilotes ont effectué des blessures invisibles pour le reste de leur vie. Mais son sacrifice a changé le cours de l'histoire. Ils ont pris la guerre dans le cœur de l'ennemi, ont forcé la Luftwaffe à se battre sur leur propre territoire, et ils ont gagné de manière décisive. Après le 6 mars 1944, l'armée de l'air allemande ne se rétablit jamais. Il est devenu une ombre, capable d'une résistance sporadique et inefficace. Lorsque le soleil est né le 8 mai 1945, le jour de la victoire en Europe, les Mustangs ont patrouillé dans le ciel d'une Allemagne vaincue. Il n'y avait pas d'opposition. La Luftwaffe qui a terrifié un jour le continent, qui en 1940 semblait invincible, n'existait plus. Leurs avions, détruits ou abandonnés faute de carburant. Ses pilotes, morts, blessés ou prisonniers. Son infrastructure, les décombres. En seulement 14 mois, du 6 mars 1944 au 8 mai 1945, l'une des transformations militaires les plus complètes de l'histoire. La Mustang PL-51 était l'instrument de cette victoire. L'outil qui a converti la puissance aérienne alliée d'un coup stratégique en une force irrésistible. Au cours de ces mois, les pilotes de Mustang ont effectué 213 000 missions, augmenté 4 950 avions ennemis, détruit 4 131 avions au sol, lancé 31 000 tonnes de bombes, tiré 99 millions. Derrière les chiffres, une réalité humaine, les jeunes Américains, avec un âge moyen de 22 ans, sur les avions en aluminium de Merlin de Packard, avaient anéanti l'une des forces aériennes les plus redoutées de l'histoire. Ce n'était pas pour l'héroïsme individuel, il y en avait beaucoup, mais pour la supériorité de la technologie, de la formation, des tactiques et du soutien industriel. Alors que le colonel Hubert Bubba Zemck se résumait, l'un des plus grands commandants de chasse de guerre, ils étaient magnifiques et simplement dépassés. Lorsque le major Hans Kogler a vu ses premières Mustangs sur Baden-Burgo le 6 mars 1944, il n'a pas seulement été témoin de combattants ennemis. Assisté à l'avenir de la guerre aérienne. Le PS-51 a prouvé que la technologie pouvait surmonter la distance, que la capacité industrielle a triomphé de la capacité individuelle, que l'approche méthodique a vaincu le génie de fortune. Les pilotes allemands qui les ont affrontés à Berlin ne faisaient pas face à un avion supérieur. Ils étaient confrontés au pouvoir industriel, technologique et organisationnel des États-Unis, conçu à travers un océan et coincé au cœur de son territoire. C'était une démonstration de force qui a détruit toutes les hypothèses sur ce qui était possible dans le combat aérien. L'admission d'Hermann Göring, qu'il a appris que la guerre était perdue pour voir des combattants américains à propos de Berlin, est l'une des reconnaissances les plus révélatrices de la défaite de l'histoire. Mais le sens de ce moment va plus loin. C'était le moment où la guerre aérienne est devenue vraiment stratégique, lorsque la capacité industrielle a dépassé la tradition guerrière, dans laquelle l'efficacité organisée avait surmonté l'héroïsme individuel. Les pilotes allemands qui étaient consternés par les Mustangs à propos de Berlin ont été témoins de quelque chose qui résonnerait pendant des décennies, la projection du pouvoir américain avec précision et force écrasante à travers d'énormes distances. De la Corée au Kosovo, du Vietnam au Golfe, chaque intervention militaire moderne a été construite sur les fondations publiées ce jour-là sur Baden-Burgo. En fin de compte, la Mustang PL-51 a fait plus que des bombardiers d'escorte ou des chasseurs allemands massacrés. Il a détruit les dernières illusions d'un régime construit sur des mensonges. Ce ne sont pas seulement les mythes sur la supériorité raciale ou la destination nationale qui se sont effondrés en mars 1944. Il s'agissait d'une architecture d'illusions soigneusement construite, la croyance que les régimes basés sur l'oppression pouvaient dépasser, dans l'efficacité et l'ingéniosité, les sociétés libres avec leurs troubles apparents. Les Mustangs ont prouvé le contraire, cette liberté, canalisée vers l'innovation et l'action collective, était une force imparable. Cette technologie, lorsqu'elle est combinée à la détermination, pourrait annuler tout avantage géographique ou tactique. Lorsque les coureurs de Luftwaffe levèrent les yeux sur ces combattants en argent coupant le ciel de Berlin, ils n'assisaient pas seulement à leur propre défaite technique, ils étaient témoins de l'effondrement d'un système. En moins d'un an et demi, son armée de l'air serait réduite à des décombres, son pays occupé, son idéologie traînée vers la poubelle de l'histoire. Le choc de ces Mustangs au-dessus de la capitale du Reich n'était pas un événement isolé, mais le premier tremblement de terre qui secourait les fondements du nazisme à sa destruction finale. Aujourd'hui, lorsque le dernier PS-51 rugit toujours dans le ciel des écrans aériens, son son porte des échos d'un passé qui a redéfini l'avenir. Pour les anciens combattants américains, c'est le rugissement de la victoire.
Pour les Allemands qui les ont affrontés, c'est l'écho d'un réveil forcé. Pour l'histoire, c'est le son d'une révolution, le moment où une nation a démontré que la puissance aérienne décisive n'avait pas de frontières. Mais l'histoire des pilotes de Luftwaffe stupéfaits par Berlin est, surtout, le récit d'une confrontation brutale entre l'arrogance et la réalité. Parmi ce que le régime nazi a prêché comme impossible et ce que l'industrie américaine a fait la routine. Ces combattants ont non seulement surpris les Allemands qui les ont vus, ils ont éteint tout un monde de croyances. Et les décombres de cette démolition, quelque chose d'inattendu est né. Beaucoup de ces coureurs qui ont survécu au traumatisme de voir les Mustangs dominer leur ciel aideraient des décennies plus tard à reconstruire le nouveau Luftwaffe d'une Allemagne démocratique. Alliés à la même nation dont les combattants avaient décimé leurs camarades. Johannes Steinhoff, qui a un jour dirigé des équipes contre ce même PS-51, deviendrait chef d'état-major de la nouvelle force aérienne allemande et, plus tard, président du comité militaire de l'OTAN. En 1983, il serait côte à côte avec des généraux américains qui l'avaient poursuivi dans le ciel de l'Europe, maintenant unis pour défendre la liberté que ses anciens ennemis lui avaient donnée après la défaite. Cette transformation, des adversaires mortels aux alliés incassables, était peut-être le choc le plus profond de tous. Les Mustangs qui apparaissent à Berlin n'ont pas apporté seulement perte. En fin de compte, ils ont apporté leur libération. Les pilotes allemands, qui en 1944 ont tremblé en les voyant, comprendraient le temps que ces combattants américains les avaient sauvés d'un régime criminel qui les a conduits à l'abîme. Le dernier mot est à Adolphe Galland, les combattants de la Luftwaffe, qui ont d'abord nié, puis ont été témoins et ont finalement survécu à la tempête de Mustang. En 1984, lors d'une réunion de pilotes américains et allemands à San Antonio, au Texas, il a élevé son verre à ses anciens ennemis et a déclaré « Vous nous avez choqués lorsque vos Mustangs sont venus sur Berlin. Ils nous ont choqués avec votre industrie, sa technologie, sa détermination. Une paix. » Le cercle s'était fermé. Le choc qui a commencé avec l'horreur de Hans Kogler dans la reconnaissance des combattants américains à propos de Brandenburgo avait transfiguré, par la défaite et la reconstruction, en partenariat et en amitié. Les Mustangs n'ont pas seulement changé le ciel de Berlin le 6 mars 1944. Ils ont changé le ciel stratégique dans lequel toutes les nations fonctionnent depuis. Dans cet héritage est la véritable grandeur du PS-51, non pas comme une simple arme de victoire, mais comme un catalyseur d'un ordre mondial qui venait descendre. Les pilotes de Luftwaffe, étonnés en mars 1944, ne pourraient jamais imaginer que les combattants américains qui ont détruit leur force aérienne les conduiraient, finalement, à la rédemption de leur nation et à leur intégration dans une communauté de nations libres. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Mustangs qui ont choqué la Luftwaffe sur Berlin pas seulement une guerre. Ils ont aidé à forger une paix qui dure 8 décennies. En fin de compte, cela peut être votre plus grande réussite.